La femme, c'est la créature de Dieu. C'est une porteuse de vie. La femme, c'est une éducatrice. La femme, c'est une conseillère. C'est une source de bonheur, la femme. Elle peut en même temps être homme et femme. Elle est non seulement porteuse, mais elle est également donneuse de la vie. La femme, c'est une travailleuse. Pour moi, la femme est une source, est une réserve et en même temps un grand secret. Pourquoi un grand secret? Parce qu'il faut qu'elle vous dise en fait qui elle est pour pouvoir mieux la jauger et savoir vraiment de quoi elle est capable. La femme, c'est une créature si belle comme le dit la Bible. Je me dis, sans la femme, on ne parlerait pas du monde. Et le monde sans la femme aurait été pire que ce qu'il est aujourd'hui. Pour une population de plus de 105 millions d'habitants, le Congo RDC compte 52% de femmes. Et pourtant, presque la quasi-totalité des postes décisionnels sont occupés par des hommes. Sans doute à cause des diverses mutations qui ont caractérisé son histoire, des us, mœurs, traditions et coutumes entretenues depuis des générations. D'où est parti le combat? C'est depuis, je pense, à Saint-Pétersbourg que ça a commencé en Russie. C'était en 1917 par là. Et donc, le combat a continué jusqu'à, je crois, 1945 ou 77. Aux Nations Unies, on a pu obtenir, mais après beaucoup de combats, beaucoup de grèves, vous savez, que c'était dans ce contexte-là de revendications, mais fortes, mais virulentes, de grèves et tout ça qu'on a pu obtenir cette journée. Donc, et ce n'est pas gagné, après autant d'années, ce n'est pas gagné. Le combat, il est encore énorme, il y a encore tellement de choses à faire. Comme je l'ai dit, la femme elle-même, d'abord la prise de conscience personnelle, donc c'est un choix d'abord personnel, mais aussi d'autres, c'est par manque de savoir, hein, c'est par ignorance. Donc il faudrait les sensibiliser, leur montrer que non, ça ne peut pas être en contradiction avec vos religions, avec votre éducation, avec la société, ce que la société nous impose. C'est votre droit. C'est pour ça qu'on est en train vraiment d'en parler, de marteler, on ne se fatigue pas. On se dit que les combats sont encore là. Donc il y a vraiment une responsabilité de part et d'autre. Des gouvernants, de la femme elle-même, de la société, de leaders d'opinion. Comme je l'ai dit toujours, dans les églises, doivent pouvoir en parler, dans les écoles, dans notre système éducatif, on doit pouvoir montrer à la femme qu'elle a les mêmes droits. Parce que le but, en tout cas, encore une fois, c'est tout simplement la réduction des inégalités. C'est tout ce que nous demandons. Ce n'est pas un combat de femmes à hommes, donc des femmes contre les hommes. Ce n'est pas un combat contre les religions. Non, c'est un combat contre les systèmes établis, les systèmes biaisés au départ, que nous voulons voir changer. Et pour ça, il faudrait, maintenant pour encadrer tout ça, des lois du pays pour pouvoir nous donner gain de cause. Actuellement, les gens ne comprennent pas le genre. Les gens croient que le genre, c'est que la femme doit s'imposer, doit faire comme les hommes. Non, non. Les genres, c'est-à-dire qu'on cherche à remettre la femme dans sa place de femme. Parce que nous sommes femmes. Il y a aussi des choses que les hommes ne peuvent pas faire, comme la maternité par exemple. Un homme ne peut pas mettre au monde. C'est nous qui mettons au monde. Donc nous avons nos actions, des choses que nous devons faire que les hommes ne peuvent pas faire. Mais nous pouvons aussi faire des choses que les hommes peuvent faire. Et là, c'est ce que nous demandons. Les femmes ont été banalisées, les hommes ont pris beaucoup de femmes. Combien? La Bible nous dit un homme et une femme. Maintenant, les hommes prennent des femmes comme ils veulent. Donc, la femme aussi est frustrée. La femme aussi voudrait être l'être aimé par un seul mari. Comme Dieu l'a institué dans les mariages. Parce que les mariages, c'est une institution divine. Premièrement, ce qu'on doit quand même remarquer, c'est que la majorité des institutions, des organes de décision, des compagnies, des sociétés, en fait de n'importe quoi qui pourrait faire fonctionner le monde congolais, est chapeauté par un homme ou par des hommes, comprenez? Donc, pour pouvoir intégrer ces systèmes, vous êtes obligé de passer par l'approbation forcée ou diplomatique de l'homme. Vous voyez. Donc, ça vous met dans une situation qui vous pousse à devoir négocier avec l'homme ou à s'imposer différemment devant un parterre d'hommes pour pouvoir avoir quelque chose. Ouais. Mais en contrepartie aussi, vous savez,
si nous revenons aux traditions et à la coutume, c'est pour ça qu'il faut quand même vraiment entrer dans le cœur du problème, si nous revenons à la tradition et aux coutumes, les femmes ont toujours été autonomes en fait. Les femmes sont toujours allées au champ pour travailler. Il n'y a jamais eu de problème dans leur foyer. Il n'y a jamais eu de problème d'acceptation par rapport à leur force de travail ou aux ressources humaines. Elles se sont toujours réveillées très tôt le matin avant que le soleil soit au zénith pour pouvoir aller sur leur champ, pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir participer aux décisions parfois donc liées à la chose publique, à la gestion de la chose publique. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'y a jamais eu de problème. C'est aujourd'hui quand on décide de faire de l'argent monnayé, okay, de l'argent en pécune, qu'il y a un souci. Quand on décide de parler politique et administration, dans un monde, en fait, on va dire parallèlement occidentalisé, ça devient un problème. Mais pourquoi? Les femmes ont eu leur temps de gloire avant la colonisation. Il y a des femmes il y a des coins où la femme pouvait divorcer, se remarier, la femme pouvait avoir 2 maris, la femme pouvait voilà, exercer le pouvoir et ça n'a jamais été un souci. C'est juste bon parce que maintenant, bon, il y a eu les invasions, les multiples invasions, la colonisation, où les Occidentaux nous ont ramené leur paradigme du droit, du pouvoir, de la femme, et qui nous a fait reculer. Et j'aime bien expliquer, par exemple, que nous avons la première constitution du monde, elle est africaine, qui s'appelait la Charte du Mandingue ou, je note le nom parce que, de Kourgan Fokan. Voilà. Donc, dans cette constitution-là, qui est la toute première du monde, parce qu'on n'a pas trouvé de plus ancienne, dans son article 14 de la femme, on dit « n'offensez pas les femmes, nos mères ». Et dans l'article 16, on dit « en dehors de toutes ces occupations, les femmes doivent nous accompagner dans tous les gouvernements ». Et je rappelle que la femme française a eu le droit de vote en 1944 et la femme américaine en 1920. Donc ça veut dire 7 siècles plus tard. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font sentir, qui se font ressentir ces dernières années. Et cette année, je pense que même c'est une explosion et ça devient une petite bousculade même, je dirais. Mais c'est très difficile d'évoluer parce que l'homme, quoi qu'on dise, est non seulement d'abord un prédateur, mais il ne cède pas sa place aussi facilement à une femme. Peu importe son quotient intellectuel, peu importe ce qu'elle peut mettre sur la table. Il y en a, c'est vrai, mais très peu. Difficile parce que la culture, l'éducation en soi, et qui est beaucoup plus prononcée d'ailleurs dans certaines tribus, dans certaines régions, voit la femme, ne met pas la femme en première position. Je dirais que ce qui est normal, mais la femme comme telle, quand on regarde, est une leadership née, parce que qu'elle soit exposée ou qu'elle soit cachée, la femme influence, la femme impacte beaucoup les personnes qu'elle a autour d'elle. Ça peut être son mari, ça peut être sa belle famille, ça peut être sa famille, ça peut être le milieu dans lequel elle travaille, ça peut être dans le monde politique dans lequel elle évolue, parce qu'elle a cette force-là, en fait, de pouvoir glisser des choses de manière très subtile afin non seulement d'atteindre ses objectifs à elle, mais aussi de voir le bien-être de toute une société, de toute une communauté voir le jour en fait. Donc voilà. Justement, le leadership féminin, souvent quand on en parle, les gens ont tendance à voir la promotion de la femme, etc. Le leadership féminin doit se voir aussi d'une autre manière. Ça rentre un peu dans le cadre de ce qu'on appelle ici au Congo la masculinité positive. Donc pour moi, le leadership féminin, homme ou femme, ça signifie qu'un leader, homme ou femme, doit avoir des qualités féminines, c'est-à-dire l'empathie, la transparence, la flexibilité, la vision à long terme. Il y a beaucoup de choses. Donc en fait, pour moi, un leader, si vraiment on veut qu'il soit bon, qu'il soit meilleur, il doit aussi avoir en lui les qualités féminines. La vision à long terme, nous on l'a, hein, les femmes. Quelqu'un a planté une petite graine, on la garde pendant 9 mois. Le corps ne nous appartient pas et nous, après, bon, allez, nous mettons au monde, etc. Donc il faut vraiment voir ça dans ce sens-là.
Pour moi, c'est pas le leadership féminin, il faut vraiment que les hommes comprennent. Donc il faut vraiment reprendre ça à rebrousse-poil parce qu'il faut que les hommes comprennent aussi que c'est à eux aussi de réagir pour un vrai leadership. Allez en soi et vous allez voir qu'on se retrouvera dans les qualités féminines. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit au niveau de la société civile, vous trouverez qu'il y a un leader, il y a des leaders femmes, un leadership féminin qui tend à s'affirmer. Pareil dans le monde des médias. Alors, des efforts à fournir, oui, parce que, comme je l'ai dit au début, c'est une quête qui doit être permanente, à mon avis, et pérenne. Des efforts restent à fournir dans ce sens-là pour qu'il y ait de plus en plus, c'est vrai, il y en a, mais ça se compte au bout de doigts. Maintenant, là, c'est qu'il faut, qu'on en ait beaucoup. Et dans plusieurs domaines, même dans le domaine de la vente, des mamans maraîchères. Parce que quand on parle de leadership, aujourd'hui, actuellement, on voit plus les femmes intellectuelles. Non, il faut qu'on présente également le leadership féminin dans le domaine du commerce. Le leadership féminin au niveau de mamans maraîchères. Le leadership féminin ne se résume pas qu'aux femmes intellectuelles. Et c'est ça qui, à mon avis, va être le grand combat et qui doit être un grand combat. Et c'est là où on doit plus s'apaisantir également. Face aux enjeux actuels, les femmes sont obligées de se frayer leur propre voie. Il n'est plus question d'exister par l'homme, mais plutôt d'exister comme homme, ce qui n'est pas facile dans une société phagocytée par la gente masculine. Du rôle de sous-homme, de bonne, de porte-bébé, d'épouse à celui de leader éclairé, le chemin n'est pas du tout facile pour la femme, car son plus grand défi est celui de se défaire de plusieurs préjugés qui s'érigent comme de véritables obstacles sur son parcours, d'autant plus qu'ils ne sont pas du tout infondés. Comme on a toujours pensé que moi si atongaka mboka te, ce n'est pas toujours vrai. Il y a les femmes les femmes seules avec des enfants qui font de grandes choses. Et pour la femme, pour se faire respecter, on doit un peu voir certains niveaux. On doit voir comment on s'habille sur les réseaux, comment on s'expose. Parce que quand je me mets à bouger mon corps n'importe comment sur les réseaux, je ne sais pas qui voit. Il y a des gens, ils ont l'âge de mon père, de mon grand-père, de mes petits frères. Et je suis là. Et un jour, j'irai déposer mon CV dans une entreprise comme B1. On va aller voir sur les réseaux. Et puis je vais me dire non, rien ne marche, je veux me mettre à prier alors que c'est à cause de l'image que je renvoie sur les réseaux. Faut penser que si tu as des ambitions politiques, c'est tout simplement ces bêtes vidéos que tu fais tous les jours qui vont être les bâtons, les obstacles qui vont t'empêcher à devenir député ou ministre ou que sais-je. Ben, il est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de déceptions. Et tout ça, c'est en fait parce que l'éducation ou l'éducation face à la technologie n'a pas été transmise. Aujourd'hui, tout le monde a accès au téléphone Android, au smartphone, à Internet, à Google, à YouTube et tout ça. Et les parents, de plus en plus, deviennent démissionnaires, je dirais. Il y a lieu que les parents, que la société, que l'école, l'entourage puisse recadrer cette jeune fille qui pense que TikTok est le meilleur moyen pour elle de s'exprimer, mais de manière tout à fait dévoilée, de manière dénudée, de manière dégradante. Il y a moyen d'avoir ou de faire bon usage, un meilleur usage du téléphone, de la technologie. Certaines personnes se morfondent sur leur cas à elles. Elles disent qu'il n'y a pas de métier, il n'y a rien à faire, donc vaut mieux que je passe mon temps sur TikTok, vaut mieux que je trouve un homme qui me donnera de l'argent au lieu de chercher mon argent. Donc vaut mieux que je passe mon temps à me maquiller, faire des vidéos, gagner de l'argent facile. Mais moi je trouve que la meilleure façon de gagner sa vie, c'est de travailler. Parce que le travail, c'est ce qui définit ce qu'on est. Et certaines femmes, en tout cas, vendent plus leur apparence et n'ont rien dans la tête. Elles croient que certaines personnes qui passent leur temps à travailler durement, ce sont des gens qui perdent un peu leur temps. Même si vous connaissez votre travail et vous faites tout pour vous faire respecter, il y a de ceux-là, les oiseaux des mauvais augures,
et qui cherchent à tout prix à amoindrir la femme dans notre métier. Donc pour certains hommes, une femme dans le métier de journalisme renvoie directement à, comment je peux le dire, ça renvoie directement au sexe. Parce que je peux dire que ça peut paraître un peu misogyne hein, pour certains hommes qui vont se dire comment elle fait pour gagner sa vie, pourquoi elle a une belle voiture. Il y a sûrement un politicien derrière, il y a sûrement un sugar daddy, comment on les appelle, derrière. Or la femme, cette femme-là serait peut-être en train de faire un commerce. Cette femme-là a peut-être hérité d'un bien de sa famille. Les clichés que je ne supporte pas, c'est déjà lorsqu'une femme accède à des hautes fonctions, qu'il y ait forcément, une raison qui ne concerne pas ses capacités intellectuelles, mais qui est de l'ordre, comme on dit en Europe, de la promotion canapé. Le deuxième cliché qui me frustre aussi, c'est lorsqu'une femme a un poste à responsabilité et qu'elle sait être autoritaire au sein d'une équipe. Même les femmes ont tendance certaines fois à la renvoyer à sa sollicitude maternelle infatigable. Donc on est souvent, lorsque un homme dans certaines situations, on ne va pas lui dire osa papa, limbisa, voilà ce rapport à la parentalité, voilà une femme. Forcément, lorsqu'il va falloir prendre des décisions qui ne mettront pas tout le monde unanime, il va falloir toujours qu'elle se laisse, attendrir ou qu'elle soit plus compréhensive pour excuser des gestes qui n'ont pas à l'être pour l'évolution de la société pour laquelle elle travaille, quoi. La femme ne peut pas occuper un grand poste. La femme est faible. La femme, elle ne peut pas diriger. La femme est sentimentaliste, si je peux le dire. La femme, elle pleure tout le temps. La femme n'est pas capable. La place de la femme, c'est la cuisine. Moi, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve d'être dans une société où les hommes pensent que c'est seulement à eux de prendre des décisions, c'est seulement à eux d'imposer des règles, c'est seulement à eux d'imposer au fait de règles, si je peux le dire ainsi. Parce qu'avec l'histoire même de notre pays, je n'ai pas vu de femmes, je n'ai pas vu de femmes qui se sont affirmées pour imposer les règles. Les femmes étaient toujours derrière les hommes. S'il faut prendre une décision, c'est la femme qui est derrière. Même si la décision ou l'idée provenait d'elle, elle laisse l'homme prendre le relais. Mais avec cette évolution, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la femme peut tout faire. Même je donne l'exemple d'une dame que je croisais l'année passée, Catherine Samba. C'est la présidente honoraire de la République centrafricaine. C'est une femme. Mais si elle a pu faire ça, pourquoi alors stéréotyper la femme ou la minimiser, rendre la femme seulement utile à la cuisine? Non, non. Si la femme peut prendre soin de la cuisine, donner la vie, elle peut aussi diriger. Depuis toujours, on a toujours dit que moi, c'est à Tongaka Mbokate. Il faut que la femme sorte de ces choses-là. Quand tu entends un monsieur, un jeune homme dire ça, tu dois te battre pour dire non. La femme peut bâtir. La femme est capable de bâtir. Donc tu dois toi-même sortir de là et te défendre. Donc c'est un peu ça. Quand on dit de la femme qu'elle est bonne à être à la cuisine, moi ça me choque. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis dans la cuisine. Je suis dans l'art culinaire. Papa, partout où je passe, on me reconnaît. Parce que j'aime ce que je fais. Alors quand un homme te dit non, les nzungu là, ça peut faire de toi quelque chose de grand. Moi aujourd'hui, je suis une grande dame dans ce pays. Il n'y a pas une activité sur la ville de Kinshasa, même en dehors du pays, où on parle cuisine sans qu'on me cherche. Tu t'imagines, tu te réveilles un matin, tu n'as même pas cette idée-là. Ton téléphone sonne, on te dit tu dois représenter la RDC à un festival
en Afrique du Sud. Je demande, ça va se passer comment? On me dit, ne pose pas beaucoup de questions. Si tu as seulement un passeport, va à l'ambassade. Pourquoi? Parce que je suis dans mes casseroles. Elle est obligée de vendre son corps pour réussir. Celui-là, c'est celui que je déteste le plus. Celui-là, c'est... ah, c'est horrible. Ah oui, oui. Parce que c'est un cliché qui colle à la peau de beaucoup d'entre nous. Vous voyez? Donc, c'est une réalité qui n'est pas vérité. Ouais. Et qui pousse la femme ou la jeune fille en quête d'objectifs ou quoi que ce soit, à considérer cette option-là pour y arriver. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est pas vrai. C'est pour ça que je parle de réalité qui n'est pas vérité finalement. Alors moi, je suis positive, donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me met dans une case, que je vois une femme entrer dans une case, ça me fait sourire et je le prends du bon côté, puisque c'est vrai que le système est assez misogyne. Donc le simple fait qu'on parle de la femme en bien, en mal ou quelque part, pour moi, c'est quand même de la publicité. Donc c'est favorable, mais si on doit considérer votre question dans son état, donner le rôle de trésorière aux femmes dans des structures à chaque fois. Ouais, ce genre de cliché, en se disant en fait que la femme est la gardienne de la caisse. Okay, vous avez des femmes qui sont très bonnes en finance, en trésorerie et d'autres pas du tout. Et puis souvent aussi quand on a des réunions, quand il y a plein d'hommes, on regarde souvent qui prend les notes. Et on colle le secrétariat d'office à une femme. Attendez, on peut faire mieux. Le fait qu'on donne par exemple aux femmes le ministère en charge du genre, en fait c'est pas le genre, c'est pas la femme, c'est le genre. Donc au bout d'un moment, tous les ministères en charge du genre, de la famille, etc., des affaires sociales, on a tendance à donner ça aux femmes. Oui, c'est vrai qu'on est très doué dans la gestion de ce type de choses, mais en réalité, dans une société qui évolue, on est supposé intéresser plus d'hommes à cela, vous voyez, et plus orienter les femmes, si c'est possible, dans des ministères d'État, dans des ministères qui gèrent par exemple d'autres types de problèmes de société avec d'autres responsabilités, le ministère du budget, le ministère des finances, etc. Vous comprenez? Donc essayer d'introduire la femme à des responsabilités qui ne sont pas clichés. Ouais. Et je pense qu'on s'en satisfait parce qu'on se dit « Ah super, on a eu autant de femmes dans un gouvernement, dans une structure, dans une société. » Mais finalement, combien est-ce que vous avez qui est en charge de la véritable gestion du personnel, des ressources humaines, ou des ministères, ou de l'économie, ouais. Et je pense que, comme je vous dis, je ne suis pas pessimiste, ce sont des batailles que l'on gagne progressivement. Ouais. Mais il faudrait faire attention à ce type de contentement. Il faut faire attention à ça. Et les femmes s'organisent beaucoup mieux que les hommes. Hein, vous n'allez pas voir une femme qui va voler de l'argent dans la caisse de l'État pour aller entretenir un petit poussin, comme on dit. Donc elles ont beaucoup plus de sérieux, elles sont vraiment engagées. Quand une femme s'engage, elle y va à fond et elle ne recule pas. Et on voit ça même dans les églises. On voit ça même dans les églises, ce que je déplore d'ailleurs, parce que bon, les femmes ont mieux à faire que de traîner dans les églises. Les hommes n'y vont pas, mais pourtant ont le pouvoir. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais ce cliché-là, que Basi Batonga Mbokate, je suis totalement contre ça. Je suis totalement contre le fait qu'on dise que oui, qu'on appelle la femme le sexe faible, alors qu'aucun homme ne peut aller travailler en étant indisposé, excusez-moi de le dire. Aucun homme ne supportera de travailler en portant un bébé. Aucun homme ne pourra survivre à tout ce que nous voyons, les viols, les massacres, tout ce qu'on fait à la femme, les humiliations, la discrimination. Et psychologiquement, la femme, c'est un combat quotidien en fait. Tous les jours, se réveiller est un combat. Et qu'on dise que c'est le sexe faible, là, ça me... La faiblesse peut-être qui peut venir des femmes, c'est de se dire « on attend qu'on nous appelle ». Non. Moi, je me suis retrouvée dans une autre vie, dans un collège, donc un gouvernement où j'étais la seule femme, la seule socialiste, et noire de surcroît. Et la question, mais c'était en quelques secondes que je me suis posée en voyant
mes collègues, mes homologues, hommes et blancs et libéraux, c'était de me dire waouh, j'y vais, comment je fais pour me faire accepter? Je dis non. C'est moi qui fonce. Je suis une carte SIM. Vous pouvez avoir le plus beau GSM du monde. S'il n'y a pas la carte SIM, le GSM ne communique pas. Alors je suis rentrée dans le système, moi, avec ce que je suis, pour finalement implémenter justement ce système. Et j'ai remarqué à la fin que c'était les hommes qui réagissaient comme moi. C'était les hommes qui faisaient comme moi. Et j'en suis fière. Et je pense que ça peut être ça seulement, le défaut des femmes, c'est d'attendre qu'on leur donne. Non. Sous le feu des projecteurs, plusieurs femmes et jeunes filles actuelles ont une image assurée par la surexposition aux tares médiatiques qui nous vendent une image sexiste et modélisée de la femme. Un cliché quelque peu dépravé, teinté de beaucoup de légèreté qui horripile et sape les efforts consentis par plusieurs d'entre elles. Je ne supporte pas quand on dit par exemple dans notre adage moi si nzoto. Ça, j'aime pas entendre ça. Je préfère encore dire moi si bizaleli, moi si losambo, moi si mosala, pas dans des banalités, moi si nzoto. Et beaucoup de clichés qu'on n'aime pas, surtout dans l'accoutrement. Vous avez des rondeurs, vous vous habillez collés, vous avez des rondeurs, vous vous exhibez, vous avez vos seins nus, vous vous présentez comme, je ne sais pas, le sans-pudeur. Et ça, c'est cette image-là qui me déplaît. Quand je suis en voiture, je me tourne, je regarde, je dis, mais est-ce possible? L'image des musiciens qui utilisent des filles dans les danses obscènes, qui les dénudent presque. Hein? C'est cette image-là qui est vraiment mal vue de mon côté. Et beaucoup de choses, par exemple, qu'on utilise, comme j'ai dit tout à l'heure, on place la femme au devant de beaucoup de choses pour attirer, pour pas, séduire. On utilise dans les services proxénètes des filles de joie, des filles de plaisir. Parce que dans les hommes disent carrément, ça c'est une fille de plaisir. Il ne faut même pas la jalouser, c'est une fille de plaisir. On les catégorise carrément. C'est comme un métier. Hein? Et c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Aujourd'hui, par exemple, j'ai du mal à regarder tout ce qui est clip hip-hop, même nos clips congolais maintenant, tout ce qui est clip américain hip-hop ou congolais, où faut toujours qu'il y ait une grosse paire de fesses qui... toujours, on se pose la question. Ça me met très mal à l'aise. Mais, en fait, le malheur, c'est quoi? C'est vraiment, on nous impose des choses maintenant contre lesquelles on peut plus lutter. En fait, on a tellement d'images qu'on reçoit comme ça tout le long de la journée dès qu'on allume la télé, parce que c'est souvent la télé ou quand on regarde les affiches publicitaires, que de prime abord vous ne trouviez pas ça normal, c'est un fait, mais vous en voyez tellement partout que vous finissez un peu par le normaliser. Ça fait partie de votre société, vous vivez avec et vous évoluez avec. Je ne pense pas que quand c'est fait, c'est dans l'objectif de valoriser. Si on estimait que de manière générale la nudité valorise, alors on aurait aussi autant de nudité d'hommes qu'on en a de femmes. Je ne pense pas que de prime abord dans la réflexion c'est valoriser la personne. Mais après, en second lieu, comme je disais tout à l'heure, on se dit que si on fait porter un tailleur à une femme, comme on fait porter à un homme un costume, elle est intelligente, oui c'est vrai. Elle est belle, oui c'est vrai. Mais est-ce qu'on va vendre? C'est ça, je pense, le principal problème, étant dans des sociétés capitalistes, c'est est-ce qu'on va vendre? Et par malheur, ou par bonheur pour certains, ce qui fait vendre, c'est la nudité. Là, je suis en ce moment-là en train de m'adresser plus à nos artistes musiciens. Tu vois, tu es devant la télévision, il y a un clip qui passe de n'importe quel musicien. Chez les musiciens chrétiens, c'est bon.
Mais quand nous allons chez les musiciens, la musique du monde, comme on le dit couramment, le leader du groupe, il est habillé, il a couvert son corps. Tous les autres musiciens sont bien habillés. Mais la femme, elle est, moi je dis, elle est nue. Pourquoi? Parce que or les seins, moi je crois que c'est quelque chose de très sacré. Ses cuisses, elles sont là, on voit. Pourquoi il faut qu'on exhibe la nudité de la femme? Et ce sont ces femmes-là qui acceptent. Moi, je crois que si les jeunes filles que nous aimons bien, parce qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sortes gens. Mais ce que tu fais là, ça peut te propulser, ça peut faire de toi une grande dame. Si ton leader te dit que na clipo, il faut bola ta caleçon, je crois que tu peux te battre pour dire, en tout cas moi, mon corps là, il est sacré, j'aime qu'il soit caché. Voyons voir un peu. Peut-être à partir de ce que toi, tu refuses, le leader peut se dire, bon, comme elle danse très bien, je veux qu'on la voie sur le clip. Mais comme elle a rejeté d'être nue, allez, il change pratiquement pour tout le monde et il cherche des tenues décentes. Elles peuvent être en culotte, hein, jusqu'aux genoux, elles peuvent être en petite jupe, mais pas en cycliste, pas en petite culotte où tous les mouvements de son corps sont là. On voit comment son corps bouge. Et je crois que c'est là où nous devons nous battre, dire à nos enfants que le corps de la femme, c'est un corps sacré. La femme est beaucoup plus exposée. C'est un cliché que je n'aime pas trop parce que vous avez ce côté-là, ce cliché nudité, ce cliché utilisé ou mettre ses valeurs physiques en avant tout pour avoir quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de surfaits, il y a beaucoup de superficiel et il y a beaucoup d'antivaleurs, malheureusement. On a tendance à considérer que plus on en voit, mieux c'est ou moins c'est grave. Ouais. On a tendance à penser que l'atout majeur des femmes est physique. Alors moi je vous dis que c'est un atout qui est considérable, en effet. Mais je parlerai plus de charme, je parlerai plus de tenue, je parlerai plus de politesse, vous comprenez? Donc dans la tenue et dans l'art de se comporter avec les autres, en parlant d'apparence extérieure, vous comprenez? Mais pas de plus de centimètres carrés que je vois de son corps ou que je sais dessiner de son corps. Et malheureusement, c'est ce type de message que l'on envoie. Alors, moi je suis peut-être pas d'accord avec, comme je disais, tous ces féministes, qu'ils soient hommes et femmes, qui s'appliquent à dire que l'apparence de la femme n'est pas ce qui est supposé compter, etc., pour pouvoir un petit peu corroborer mes propos. C'est injuste, mais malheureusement, c'est comme ça que les sociétés sont faites. Et l'apparence de la femme n'est pas sa nudité. L'apparence de la femme, c'est comme elle se tient en société. Et c'est très important. C'est très important, c'est vraiment très important. Telle une forteresse, ces clichés fortement enracinés poussent beaucoup d'hommes à sous-estimer les capacités managériales de toute la gente féminine. Certaines personnes ont l'air de croire que les femmes sont incapables. Quand on ose faire quelque chose, c'est « Ah, c'est une femme, je ne crois pas qu'elle va bien le faire ». Vous voyez, c'est un peu dévalorisant et ça décourage certaines femmes à oser faire quelque chose parce qu'on se dit que certains métiers sont faits que pour les hommes et non pour les femmes. Par exemple, moi je suis peintre et beaucoup de gens me disent « Mais pourquoi tu as fait la peinture? T'es une femme ». J'ai dit « Mais c'est écrit nulle part que c'est seulement un métier d'homme. C'est question d'amour avec la peinture et en étant femme, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être privilégié. Parce qu'on est femme, on doit chouchouter nos faiblesses. Non, on doit travailler à la même allure que les hommes. Dans un milieu masculin, la première appréhension que j'ai, c'est est-ce que mon interlocuteur va aller au-delà de mon apparence physique? Est-ce que mon interlocuteur va écouter mes propos
et non s'arrêter à « oh, elle est attrayante », voilà. C'est une chose qui est souvent récurrente dans les milieux masculins. Il y a un certain machisme qui est là. Bon, certains qualifieront cela de normalité. Hein. Bon, pour moi, c'est simplement un manque d'habitude, un manque un manque de confiance aux capacités intellectuelles qu'une femme peut apporter dans un milieu professionnel ou qui est régi par des hommes, tout simplement. Oui, il y a longtemps, être chef cuisinier, c'était donner plus aux hommes. Mais aujourd'hui, nous nous sommes battus, et plus particulièrement moi, je me suis battue pour être ce que je suis. Et tu vois, quand tu m'as appelé, je me suis dit, je viens avec ma tenue de chef, parce qu'il y a, en français, on dit, c'est un adage, on dit, on reconnaît le moine par son habit. L'habit ne fait pas le moine, mais quand on voit l'habit, on reconnaît que celui-là, c'est un moine. Alors moi, j'aime, quand je suis dans cette tenue, c'est la tenue du chef. Alors, je me suis battue. Ça n'a pas été facile, mais ce qui est bien, c'est quand tu as un entourage qui te motive, qui te booste. C'est ça qui fait que on est ce qu'on est aujourd'hui. Mais tu peux avoir un entourage qui te booste. Par exemple, moi, mon entourage, c'est mon défunt mari. Il est parti, mais il m'a laissé chef. Souvent, quand je passe dans des émissions, on me demande, mais comment tu fais? J'ai toujours dit, c'est parce que j'aime ce que je fais. C'est-à-dire qu'il faut d'abord aimer ce qu'on fait et surtout l'aimer quand c'est venu de vous-même. Avec seulement 6% de femmes salariées, qu'elles soient ménagères ou bureaucrates, pour la femme congolaise, l'addition reste salée. Il faut batailler dur pour faire valoir ses droits. Les filles doivent prouver qu'elles sont capables d'étudier et capables de faire quelque chose dans leur vie, dans la société, de prouver. La femme ménagère doit aussi prouver qu'elle est capable de gérer les ménages, de gérer son foyer, de gérer aussi son entourage. Il y a aussi les femmes en milieu de guerre. Elles doivent aussi prouver qu'elle est forte malgré tout ce qui se passe, malgré le stress qu'elles ont là-bas, malgré les traumatismes, malgré les viols. Elles doivent prouver que malgré tout ça, elles peuvent faire quelque chose dans la société. Le droit congolais est tout de même injuste. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps et encore, même jusqu'à présent, pour travailler, il faut l'autorisation de son mari. Pour l'ouverture d'un compte, il fallait l'autorisation de son mari. Une fois que le mari est décédé, là où on penserait que, une fois mort en tant que femme épouse, légalement devant toutes les institutions, on se retrouve parfois à n'avoir rien, parce que dominé par le grand frère de son mari ou par son beau-père, même parfois par sa belle-mère. Hein. Ce n'est pas toujours les hommes qui sortent les femmes du foyer. Et une fois que ces choses-là arrivent, le droit congolais ne protège pas plus que cela la femme. Alors que ce que je trouve parfois est un peu à controverse, c'est qu'on respecte tout de même certains statuts matrimoniaux. Réduit aux acquets, communauté des biens, etc. Ce qui laisse penser à la femme qu'elle va, si jamais malheur arrive, être protégée. Et comme c'est souvent les hommes, les juges, etc., ils ne facilitent pas non plus la chose. Ah, je ne dis pas que tous les juges sont mauvais. Dans notre arsenal juridique, il y a plusieurs dispositions de loi qui consacrent les droits de la femme. La Constitution, la loi portant protection de l'enfance, parce que là aussi on voit la jeune fille, la loi sur la parité, mais la difficulté, c'est l'effectivité. C'est toujours ça le problème chez nous. Il faudrait que les acteurs prennent en compte
le fait que c'est maintenant un effort physique, un effort intellectuel, un effort humain à fournir. Mais sinon, même devant le cours des tribunaux, même du point de vue de la participation de la femme au sein, dans la gestion du pays, les droits sont les mêmes. Mais c'est peut-être l'engagement qui doit encore le plus arriver, qui n'est pas encore suffisant. Moi, j'ai envie de dire à la femme, est-ce qu'elle a l'impression aujourd'hui d'être arrivée quelque part? D'où est-ce qu'elle est partie? Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Est-ce qu'elle est consciente elle-même? Est-ce qu'elle s'est elle-même réveillée avant que les autres ne viennent soutenir ce combat, avant que les autres ne viennent appuyer les lois du pays, que le système ne change, les religions, nos traditions, nos mentalités, que la sensibilisation aille peut-être un peu plus loin, mais elle-même, où est-ce qu'elle se positionne aujourd'hui? Est-ce qu'elle pense être capable? Ou est-ce qu'elle se dit ce n'est pas mon combat, ou je ne vais pas y arriver, ou ça ne vaut pas la peine? Donc il faudrait d'abord que cet éveil vienne d'elle. Mais la pesanteur, elle est sociétale, elle vient de l'homme, à mon avis, elle vient de l'homme, mais également de la femme elle-même, bref, de la société en général. Parce qu'il y a certaines barrières que l'homme nous a imposées depuis la nuit de temps. Ça c'est vrai, la femme ne parle pas, la femme est astreinte, la femme est réduite aux travaux ménagers, la femme est considérée comme une machine à produire des bébés. Donc il y a cette pesanteur-là venant de l'homme. Mais après, il y a la pesanteur sociétale liée à la femme elle-même qui se met des barrières. Mais également l'environnement. Nous sommes en République démocratique du Congo. Une bonne partie de notre pays est sous occupation, 30 ans de guerre, et ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Et du coup, dans des contextes pareils, il est difficile de... Il y a cette pesanteur-là, une femme qui est violée. On vous dit quand elle est violée, elle rentre chez elle, il y a le mari qui dit, écoutez, vous ne pouvez plus revenir avec moi, ou je ne reconnais pas l'enfant, ou il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Mais maintenant, je reviens à la femme, cette femme-là peut se dire, il y en a qui se disent, l'homme ne veut pas de moi, ok, je me laisse faire, mais il y a d'autres qui se servent de ça comme un élément déclencheur. Ok, il ne veut pas de moi, j'essaie de puiser à mon intérieur pour essayer d'en sortir quelque chose de meilleur, pour devenir activiste, pour devenir une femme qui sensibilise les autres par rapport à cette cause, pour faire en sorte que ce qui m'est arrivé ne puisse pas se reproduire chez l'autre. Alors, il y a plusieurs combats. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et puis, en fonction de la façon dont vous avez grandi, la façon dont vous avez été élevé, vous en avez de plus grands ou de moins grands. Je m'explique. Par exemple, l'accès à l'éducation, ouais, c'est un problème que moi je n'ai pas eu en tant que femme congolaise et que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu. Mais beaucoup d'autres ont eu ce problème d'avoir accès à l'éducation. Donc ce sont des réalités qu'il ne faut pas négliger, mais qu'on ne peut pas non plus généraliser. Donc on va les citer comme telles. Vous avez l'acceptation du choix. Et pour moi, c'est un des défis qui est le plus sérieux à prendre en considération dans notre société. En fait, c'est comme si la femme congolaise, de façon générale, là par contre de façon générale, n'avait pas le droit à un choix que l'on peut entendre et considérer. Ouais. Donc, dans n'importe quel domaine. Le choix de s'habiller comme elle le souhaite, le choix de paraître comme elle le souhaite, le choix de son orientation professionnelle, parce qu'au final, au bout du tunnel, vous aurez des difficultés pour pouvoir avoir du travail dans l'un ou dans l'autre domaine, le choix à l'entrepreneuriat, parce que parfois vous avez des portes qui sont fermées parce que vous êtes une femme, le choix, en fait, voilà, il y a un problème de choix. Le choix du mari que vous voulez avoir parce que sa famille n'est pas assez bien, pas trop bien, il y a toujours un problème de choix. Et on ne prend pas en considération votre choix. Et je pense que ça, c'est un problème. Je vais vous donner une sorte d'anecdote. Donc, je vais en Chine. Et c'est moi qui suis chef de délégation. J'y vais avec mes collaborateurs. Quand on arrive, mon homologue chinois qui me reçoit passe directement derrière mon dirkaba, qui est un homme blanc et grand.
Donc pour eux, c'est vrai aussi que quand on voit Kibasa Maliba, en Chine, ça ne veut rien dire. Hein, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Donc il est passé derrière monsieur Kibasa Maliba, il dit non, 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 c'est madame Kibasa Maliba. Donc c'est vraiment ça, c'est la perception directe, c'est une sorte de prisme déformant qu'on a toujours à penser que la femme, c'est celle qui accompagne. On ne peut pas penser que la femme peut être devant. Pour que les gens changent leur façon de voir les femmes, pour que certains hommes commencent à nous considérer, nous-mêmes les femmes, on doit maintenant faire un effort de mieux se présenter, de mieux montrer nos valeurs, nos qualités, pour que la considération soit vraiment à un niveau qui doit se faire. Parce que si on se présente déjà mal, par notre façon de parler, notre façon de comprendre des choses, notre façon de réagir, notre façon de s'habiller, on se présente mal, on fait mal les choses, automatiquement on ne sera pas considéré. Mais quand on fait bien les choses, on sera considéré. Donc ces femmes-là qui veulent émerger et prendre, soit arriver plutôt au même niveau que les hommes dans la société, donc elles doivent tout simplement travailler dur. Dans ces défis, je vois aussi pousser les femmes comment on dit, à travailler ensemble. Les associations, que les femmes s'engagent en politique, qu'elles se soutiennent en politique, parce que les femmes, il faut le savoir, ont très peur de soutenir d'autres femmes, parce qu'elles se disent sûrement qu'il y a un homme derrière qui va l'empêcher de faire vraiment ce qu'elle est en train de, ce qu'elle veut vraiment. Donc il y a ça, les femmes doivent se soutenir. Les femmes doivent se partager l'information, parce qu'il y a beaucoup d'appels d'offres dans les associations, des femmes qui sont dans le monde associatif, mais les femmes contiennent l'information. Donc ça veut dire qu'on a du mal vraiment à avancer, on a du mal à travailler ensemble et coacher les jeunes, apprendre aux enfants dès le bas âge que voilà, que la femme a autant de pouvoir que l'homme. Lutter contre les violences. Les femmes sont violentées, les filles sont violentées depuis leur plus tendre enfance par les grands frères, par les oncles, par les cousins, par ceci. Et puis c'est dans les foyers, et puis on voit le problème qu'il y a à l'Est, qui nous impacte toutes. Il y a cette timidité, cette crainte d'être jugée, qui fait que, bon, il y a des femmes qui savent des choses, mais qui ne se lèvent jamais. Il y a des femmes qui sont capables de faire la politique, d'occuper des grands postes. Je trouve ça quand même aberrant que, par exemple, dans un pays comme le Congo, où il y a 52% de femmes, que ce soit des hommes, majoritairement, qui décident pour elles, au XXIe siècle. On applaudit la parité de 30%, ce qui est une aberration parce que nous savons compter, une parité, ça veut dire moitié-moitié, ou égalitaire. Donc si on devait vraiment faire parité, c'est 52% de femmes et 48% d'hommes. Mais nous applaudissons encore la parité de 30%. Nous acceptons qu'à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait que 10% de femmes. Nous acceptons qu'au Sénat, qu'il n'y ait que 10% de femmes. On accepte que dans le gouvernement, actuellement, aujourd'hui, alors que nous sommes dirigés par un homme qui a conduit en Europe, qu'il n'y ait que 27% de femmes. Or, ce que nous avons dans nos assiettes, c'est le produit de 80% de femmes. Donc 80% plutôt de ce que nous avons dans nos assiettes est le produit des femmes, du travail des femmes, des champs, de l'élevage. Et nous avons peur, jusqu'à la cuisine, et nous avons peur de nous exprimer. En dehors de ton premier rôle en tant que femme ménagère, en tant que femme au foyer, en tant que mère de famille, tu es aussi une mère pour la nation. Donc je demande à toutes ces femmes d'arrêter de se sous-estimer, mais par contre de développer la confiance en soi-même, d'être déterminée, de savoir où tu vas, de reconnaître tes valeurs et mettre tes valeurs en pratique. En fait, expose-les. Plus tu les exposes, même si tout le monde ne va pas t'accepter, mais il y aura quand même certaines personnes qui vont bénéficier de tes atouts, de ce que tu es capable de faire et le chemin sera ouvert pour nous. Dans cette lutte du genre, entre égalité, parité et complémentarité, quel serait le concept le plus adapté à l'harmonie du vivre ensemble ainsi qu'au développement de ce pays au potentiel insoupçonné? Dieu, en créant l'homme et la femme, il a bien fait les choses. Et tout a été équilibré. En voyant ces deux êtres-là, le monde a été équilibré. On a vécu l'équilibre. Donc il n'y a pas combat entre l'homme et la femme. Ce n'est pas que la femme cherche à prendre la place de l'homme. Non, chacun reste à sa place. Chacun joue son rôle. Donc, il n'y a pas combat entre l'homme et la femme. Dieu nous a dit d'aller, de dominer, de cultiver, de multiplier et d'assujettir. Physiquement, même si aujourd'hui on peut parler ailleurs, sous d'autres cieux, on parle de transgenre, on parle d'un homme qui devient une femme, mais
de par nature, des commencements, c'est ça. On a créé l'homme avec certaines spécificités que vous ne trouverez que chez l'homme. Et on a créé la femme avec des spécificités que vous ne trouverez que chez la femme. Et je crois que le Créateur, en faisant cela, c'était pour que l'homme puisse retrouver en la femme ce qu'il n'a pas et que la femme puisse retrouver en l'homme ce qu'elle n'a pas. Donc moi, j'opterais plus pour la complémentarité. L'égalité de sexe, je ne le crois pas. L'égalité dans le travail, oui. Mais on ne sera jamais égaux parce que déjà, de par nos sexes, on est différents. Pour une société qui émerge, quand on parle d'égalité, de parité, moi je pense qu'on peut parler de complémentarité dans un couple. Moi je parle de la complémentarité dans le foyer. Et pour moi, ce n'est que dans le foyer où il y a vraiment une différence entre l'homme et la femme, parce que c'est bien écrit dans la parole de Dieu. Mais lorsqu'on sort du mariage, on est dans la société, quelle que soit le sphère, la politique, l'économie, la religion, le spirituel, le commerce, les affaires, quel que soit le domaine, c'est Dieu qui donne l'intelligence. L'état d'esprit est le même. La même intelligence que Dieu donne aux hommes, il la donne aussi aux femmes. Si le Seigneur voulait qu'il y ait vraiment cette distinction, même au niveau de l'université, à l'école, les hommes vont être plus intelligents que les femmes. On n'allait jamais voir les femmes les premières de la classe et tout. Mais Dieu a voulu juste montrer que, en ce qui concerne l'état d'esprit, en dehors de la femme au foyer, en dehors du foyer, pour moi, je pense qu'il y a l'égalité. C'est-à-dire qu'une femme peut se battre pour être ministre, une femme peut se battre pour être président de la République, une femme peut se battre, si tu as l'appel de Dieu, tu te distingues, tu mets ton ministère, tu fais du sérieux. Là, je rends hommage à ma mère qui a fait un grand travail en tant que servante de Dieu. Elle a marqué sa génération. C'est parmi les femmes qui ont donné au fait le goût à plusieurs femmes qui sentaient qu'ils avaient l'appel mais qui se sous-estimaient. Mais quand elle a emboîté le pas, aujourd'hui en Afrique, elle est parmi les premières femmes qui ont eu la grâce d'avoir un grand ministère. Et je la rends hommage pour cela. Donc vraiment, pour moi, en dehors du sphère de la maison, du foyer, en dehors de ces sphères-là, la femme est capable de tout. Moi, je parle plutôt de complémentarité et d'équité. En tout cas, on doit se compléter. Donc, chacun a ses caractéristiques, a ses forces et ses faiblesses. Et c'est ensemble seulement que nous pouvons avancer. Travailler sans les femmes, c'est comme si vous utilisiez que la moitié de votre cerveau. Quand vous utilisez que la moitié de votre cerveau, vous êtes handicapé. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que tant qu'on n'aura pas les femmes dans les tables de discussion et d'échange de décision, ce pays ici va avancer comme un handicapé, donc avec énormément de difficultés. Je sais que quand on est compétente, on n'a pas besoin de parapluie. On est soi-même son propre parapluie, on n'a pas besoin d'aide. Parce que la compétence, comme j'ai dit, vous ouvre les portes. Il faut travailler ensemble. On n'a pas besoin d'être égal. Je ne serai jamais un homme. Mais je sais que je peux tout faire, ce que je peux faire. Même ce que fait un homme, je peux le faire. Si c'est dans ma compétence, si c'est dans mon domaine, je le ferai. Donc moi, je pense que c'est la parité. L'élévation sociale exigerait, demanderait que nous puissions nous adapter, donc être plus complémentaires parce qu'une femme peut apporter, parce qu'un homme peut apporter, donc voilà. Mais dans le cadre professionnel, qui pour moi est différent du cadre social, pour moi c'est vraiment la parité. J'ai parlé du qualitatif, pour moi c'est la complémentarité. Parce qu'on peut avoir un homme, bon, on peut se dire ouais c'est un homme, on va faire... Non, mais bon, peut-être qu'il n'a pas cette compétence. Et la dame, peut-être qu'on va planquer dans le cadre d'un secrétariat, etc., peut résoudre certaines choses. Pour moi, c'est comme dans un couple. C'est une complémentarité. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre, mais seulement quand l'un faiblit, l'autre peut aussi aller à la rescousse et inversement. Ça ne peut pas être 50% de femmes, 50% d'hommes, non. Ça peut aussi être 30% d'hommes et 70% de femmes. Donc pour moi, franchement, c'est plutôt la complémentarité. Ce que l'homme peut faire, moi je peux aussi. C'est la méritocratie. Il faut travailler son intelligence pour acquérir une sagesse, pour acquérir
des dimensions supérieures. Donc, si j'ai fait des études pareilles à vous, le même diplôme, donc je peux être ce que vous faites. Là, je suis d'accord. Par exemple, dans le foyer, je parle de complémentarité, c'est dans le foyer. C'est-à-dire, l'homme est là, la femme est là, nous nous complétons. C'est-à-dire, tu travailles, je travaille, nous nous associons et nous marchons ensemble. Nous nous organisons pour que l'un ne marche pas sur l'autre. Mais moi, je reste femme. En tant que femme chrétienne, je suis la femme. Tu es le chef. Mais beaucoup de femmes n'aiment pas céder la place de l'homme comme chef. Mais pas un chef qui marche sur la femme, mais un chef qui associe sa femme, son aide en tout, en conseil, en finance, dans le budget, dans l'éducation des enfants. C'est ça ce que j'appelle complémentarité. Sur le plan professionnel, nous sommes égaux. Nous sommes égaux, mais dans la société, dans le monde, nous nous complétons. J'aime bien la complémentarité. Je préfère ça. Entre complémentarité, parité et égalité, moi je prendrais les deux premiers. Pourquoi? Mais parce que justement, quand le mot égalité entre entièrement en ligne de compte, c'est là qu'il y a les clashs. Alors que quand on comprend qu'on se complète, c'est beaucoup plus apaisé. On supporte mieux les tempêtes. Il faut noter que même si avec le temps, les femmes prennent de plus en plus conscience de leurs valeurs, le regard des hommes se doit de changer afin de leur permettre d'apporter utilement leur pierre à l'édifice. Je le dis encore une fois, pour éviter les amalgames, il ne faudrait pas nous opposer à ce qui est notre nature par excellence. La femme, elle est mère. C'est la femme qui porte les enfants, c'est pas l'homme. Donc on dira jamais, on demandera jamais à un homme de le faire. C'est la femme qui épouse, c'est la femme qui éduque les enfants. Donc ça ne veut pas dire que quand une femme devient indépendante ou qu'elle veut ou qu'elle demande à ce que ses droits soient reconnus, qu'on puisse l'opposer à ce qui fait d'elle femme par nature. Et c'est ce que je dis tous les jours aux femmes. Ne vous dénaturez pas. Ce n'est pas une raison de vous dénaturer. Réclamez vos droits. Ne faites pas de vous des femmes, comment dire, des hommes. Tout ça, je pense que moi, je le dis tout le temps, chaque homme qui ne comprend peut-être pas encore ce combat-là, donc quand je dis homme, c'est vraiment en général, qui puisse penser à sa fille. Je pense que tout homme aujourd'hui, s'il est parent, qu'il a une fille, qu'il a un enfant fille, voudrait voir sa fille aller à l'école, faire des bonnes études, épouser un prince en guillemets, ça veut dire un homme bien, avoir un boulot bien, être bien dans la vie. Ah donc, si vous avez ces sentiments-là envers votre fille, envers votre maman, votre sœur, si vous avez une sœur, vous n'aimeriez pas qu'elle ait un mari, un copain qui la tape. Vous avez des sentiments nobles envers votre sœur, vous aimeriez qu'elle puisse être, je ne sais pas, un ministre dans ce pays, dans ce pays. Donc ça veut dire que si vous avez ces sentiments-là, ayez les mêmes sentiments envers toute femme que vous rencontrez dans votre vie. Vous savez, l'ennemi a compris qu'il fallait tuer la femme, qu'il fallait violer la femme, parce que la femme est le moteur du développement. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et quand on viole une femme, on tue une femme, ça veut dire que c'est toute une nation qui est morte. Donc je pense qu'ensemble, avec toutes les femmes de l'Est, avec toutes les femmes des 26 provinces, nous allons booster notre nation. Et nous refusons le viol et nous refusons la guerre.